Vous avez peut-être lu récemment un portrait complètement à charge que Franc-Tireur m'a réservé. Je voulais y répondre, mais en fait, ce portrait s'inscrit dans une longue tradition, puisque depuis 2001, je suis régulièrement attaqué pour mes positions sur le Proche-Orient. Depuis cette note de 2001, où on me fait dire ce que je n'ai jamais dit. Pourtant, j'ai obtenu 2 décisions de justice, en première instance et en appel, dont l'une dit que, imputer à Pascal Boniface de proposer aux partis politiques dont il était membre de se déterminer sur un sujet sensible par les questions éthiques, historiques, de politique intérieure, comme intérêt qu'il soulève, en fonction non pas de la règle de droit et de l'intérêt collectif, mais de considérations électoralistes teintées d'un antisémitisme qui affleurerait derrière un antisionisme radical, il est contraire à l'honneur et à la considération de celui-ci. Donc la justice m'a rendu raison depuis longtemps, mais les accusations perdurent et Franc-Tireur s'inscrit dans cette longue et ancienne tradition. Un mensonge 1000 fois répété ne devient pas une vérité, mais il y a des gens qui croient aux mensonges 1000 fois répétés. Iris est également victime d'appels au boycott, d'appels aux membres du SAD de démissionner, de ne pas travailler avec nous. Ce qui est assez curieux parce que les mêmes qui s'élèvent contre le boycott ou contre la cancel culture voudraient que l'Iris disparaisse et que je n'ai plus droit à la parole. Comme l'a écrit Michel Vieviorca dans la préface à mon livre antisémite, on peut être en désaccord avec Pascal Boniface, cela ne justifie en aucune façon les torrents de boue qui sont déversés sur lui depuis bientôt plus de 15 ans, avec un parti pris dont j'ai été témoin direct à plusieurs reprises. Et donc ça continue. Finalement, je n'ai pas été étonné du portrait que Franc-Tireur m'a consacré. Il est signé Benjamin Cyr, qui dit me suivre depuis 15 ans, regarder mes vidéos et même interroger mes anciens étudiants. C'est quand même un intérêt très porté à ma pauvre personne, alors que je ne l'ai jamais rencontré, que je ne le connais pas et qu'il n'avait jusqu'ici jamais écrit sur moi. Pour quelqu'un qui me suit depuis 15 ans, interroger d'anciens étudiants, c'est quand même un petit peu obsessionnel, non? Mais sans doute, en fait, a-t-il voulu faire plaisir à la rédactrice en chef de Franc-Tireur, Caroline Fourest, qui me voue une haine depuis assez longtemps. En fait, depuis 2006, dans un livre débat avec Elisabeth Chemla, j'avais critiqué ses positions sur le conflit du Proche-Orient, et depuis, elle me voue une vindicte déterminée. Alors, bien sûr, un portrait à charge est forcément critique, et même polémique, c'est normal. Il n'est pas nécessairement truffé d'erreurs, de calomnies et de rumeurs malveillantes. Selon l'article, je me pose en victime alors que je suis partout. Je ne me pose pas en victime. Je ne dis pas que je n'ai pas accès aux médias. Je dis que je suis interdit d'antenne sur France Culture, sur France Inter. C'est quelque chose qui peut se vérifier aisément. Et ceci, pas depuis mon livre Est-il permis de critiquer Israël, mais depuis mon livre Les intellectuels faussaires, où je mettais en cause des gens qui se sont vengés et qui m'interdisent d'antenne. Mais je n'ai pas dit que je suis interdit d'antenne partout. Il y a d'autres médias qui me reçoivent. Mais on pourrait quand même s'interroger, est-il normal que je sois victime sur le service public de cette censure? Les animateurs n'ont pas envie de se faire virer, ils ont des contrats d'un an, donc ils ne m'invitent pas. Mais plutôt que de s'étonner de cette censure, on préfère s'indigner que je puisse continuer à m'exprimer dans d'autres débats. Et d'ailleurs, si je suis par ailleurs interdit sur Inter et Culture, ce n'est pas pour avoir menti. C'est pour avoir dit des vérités qui dérangent. Parce que mon livre, qui me vaut autant de problèmes, Les intellectuels faussaires, où je m'élevais contre le mensonge comme mode de procédé, eh bien en fait, il n'y a eu aucun démenti. Personne n'a remis en cause. Jamais on m'a dit, là, factuellement, vous avez fait une erreur. Non, tout a été documenté, vérifié, mais justement, en fait, la règle, c'est que quand on est dans le monde médiatique, on ne critique pas les vedettes du monde médiatique. Si on veut être un insider, on ne critique pas les autres insiders, et ceci ne m'a pas été pardonné. J'aurais pu choisir la facilité, ne pas dénoncer tout cela. J'ai plutôt choisi le camp de l'intégrité et le respect du public. C'est pour cela que certains m'en veulent. Je me suis attaqué au mensonge, j'en paye le prix, ok, mais pour Franc-Tireur, je ne fais pas que de me plaindre. Je me trompe tout le temps. Alors oui, c'est facile, effectivement, je reconnais, je l'ai reconnu dès le départ. Je ne croyais pas que Poutine allait déclencher une guerre contre l'Ukraine. D'ailleurs, très peu après le déclenchement de la guerre, j'ai dit qu'il allait la perdre. Et s'il est vrai que j'ai commis cette erreur, je l'ai reconnu tout de suite, et en fait, j'ai commis la même erreur que pratiquement tous les spécialistes de la Russie, pratiquement tous les anciens ambassadeurs de France en Russie, pratiquement tous les anciens ministres des Affaires étrangères, parce que, effectivement, Poutine, dont on connaissait la brutalité et le caractère répressif, pour l'instant avait fait en sorte d'imposer une stature internationale à la Russie et que là, il a dilapidé son héritage. Donc on s'est tous trompés. Pourquoi ne faire le reproche qu'à moi seul? Et puis, si je me suis trompé, c'est quand même moins grave de se tromper que de mentir.
Je n'ai pas été raconté qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et qu'il fallait, séance tenance, faire la guerre pour empêcher une catastrophe. Je n'ai pas raconté depuis 2005 que l'Iran était à 6 mois de l'arme nucléaire et que donc il fallait immédiatement enclencher une opération militaire contre l'Iran depuis 2005 pour empêcher cela. Je me suis trompé une fois, d'autres mentent tout le temps, mais ceux-là ne sont pas mis en cause par Franc-Tireur, parce que d'ailleurs, certains participent à Franc-Tireur. Je ne prétends pas à l'infaillibilité, je peux faire des erreurs, je pense que j'en fais un peu moins que certains. En tous les cas, je revendique le fait de ne jamais mentir. Je ne dis pas toujours ce que je pense, mais je pense tout ce que je dis. Mais pour Franc-Tireur, mentir ou pas, c'est pas grave. Finalement, il y a un caractère un petit peu trumpiste. Il peut y avoir des vérités alternatives pour Franc-Tireur. Si on est du bon côté de la barrière, si on est du côté du bien, enfin du moins tels qu'ils le définissent eux, évidemment, eh bien tous les moyens sont bons. Par contre, si on n'est pas de leur côté, eh ben là, vraiment, on n'a le droit à rien, il faut juste se taire. Et la moindre petite erreur est considérée comme une faute gravissime. Alors, on me reproche également de ne pas avoir prévu des attentats massifs comme ceux du 11 septembre. Oui, c'est vrai. Mais attendez, excusez-moi, pas plus la CIA finalement. Aucun des services de renseignement américains ou occidentaux ne dit « Attention, il va y avoir des avions qui vont s'écraser sur les tours jumelles ». Donc je vois pas en quoi ça peut m'être spécifiquement reproché. Et puis, puisque l'on va sur ce terrain, je voudrais rappeler une chose. Voilà un livre, l'Atlas des guerres, que j'ai publié en octobre 1999. Qu'est-ce que j'écris dans ce bouquin? Je vais vous dire ça. Page 19, le terrorisme pourrait par ailleurs connaître de nouveaux développements. De nombreux groupes peuvent vouloir contester par cette forme, donc par le terrorisme, la seule qui leur serait accessible, l'hyperpuissance américaine, si cette dernière ne leur paraît pas suffisamment prendre en compte les aspirations des peuples, notamment musulmans. Ainsi, le milliardaire saoudien Ben Laden finance un certain nombre de guerres pour lutter contre les États-Unis, accusés de dominer le Proche-Orient. Voilà, j'étais pas tout à fait quand même dans l'erreur. Franc-Tireur parle de ma proximité avec Tariq Ramadan. Je ne me rends pas quelle proximité. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit avec lui, il n'a jamais rien fait avec l'Iris. Peut-être ce qui nous relie, c'est le fait que Caroline Fourest nous déteste l'un et l'autre. Avant qu'il y ait ces très graves accusations de viol contre lui, j'ai peut-être pu défendre son droit à s'exprimer, mais comme je défends le droit à s'exprimer de tout le monde, y compris ceux avec lesquels je suis en désaccord. Donc là, vraiment, c'est tout simplement une manipulation mensongère de la vérité. Médine, oui, effectivement, j'ai fait un livre de débat avec lui, je le revendique. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec Médine, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même métier, on n'a pas la même culture, mais justement, je trouvais intéressant d'avoir un débat contradictoire avec lui, respectueux, et ça a été vraiment un débat très fructueux, sans que l'on soit d'accord sur tout. Là où vraiment il y a une grossière manipulation qui est vraiment contraire à toute éthique, c'est que Franc-Tireur m'associe avec Alain Soral. Alors, je sais que sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui circule où je suis à côté d'Alain Soral. C'est une photo qui date de 2009. Alain Soral était déjà borderline, il n'avait pas encore été condamné en justice. Nous avons participé à un débat commun organisé par Le Média, la revue que dirigeait Robert Ménard, à l'époque, pas le Robert Ménard d'aujourd'hui, à l'époque, président de Reporters sans frontières. C'était un débat où nous étions 4. Il y avait Michel Tubiana, le président de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait Samuel Thomas, le président de la Maison des Potes, était annoncé, il n'est pas venu. Et il y avait une quatrième personne dont je ne me rappelle pas le nom. Mais je veux dire, je n'ai en rien approuvé les propos de Soral à l'époque. Et au contraire, j'ai un témoignage de Michel Tubiana qui avait dit « Je trouve étonnant, pour ne pas dire plus, que cet épisode soit utilisé par certains pour tenter de tisser un lien entre Pascal Boniface et Soral. Il faut être d'une singulière mauvaise foi pour se livrer à ce genre d'assimilation. » D'ailleurs, Soral m'attaque régulièrement. Moi-même, je lui ai réservé un chapitre dans mon livre « L'épopée et pyromane ». Et vraiment, c'est d'une indignité totale que de faire une telle manipulation. C'est quand même un peu gros comme procédé de la part de Franc-Tireur, vu que Caroline Fourest, rédactrice en chef, a fait un livre avec un ancien membre de la bande à Soral, que cette affaire a été retentissante, que ça a justifié un communiqué de la Société des rédacteurs de Marianne contre ces procédés, que Fourest a dû quitter Marianne après cela. C'est d'ailleurs après cela qu'elle a rejoint Franc-Tireur. Bon, sur Charlie, on m'accuse toujours, j'étais opposé à une politique de Charlie. Mais être opposé à une politique de Charlie ne veut pas dire approuver les attentats, évidemment. Et en fait, Charlie, c'est devenu une nouvelle religion. Si on n'était pas d'accord avec la ligne de Charlie, on fait un blasphème. On a quand même complètement retourné cela. Et donc, je continue à dire que je n'étais pas en accord avec la ligne politique de Charlie, avec ce qu'il disait à l'époque. C'est des articles que j'ai écrits en 2011-2012. Et donc, m'associer aux attentats, comme c'est fait régulièrement, là aussi, c'est un procédé nauséabond. Toujours au stade des rumeurs malveillantes, Boniface va souvent dans le Golfe, il n'y a pas de bordereau, mais quand même, voilà. Grosso modo, je suis payé par les Arabes.
Ça fait plus de 20 ans qu'on dit ça là également. Alors oui, avant le Covid, j'allais une semaine par mois à l'étranger. Mais j'allais pas très souvent dans le Golfe. J'ai fait dans mon livre Anticipe le décompte de beaucoup de déplacements. J'allais plus souvent en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique qu'au Proche-Orient. Le premier déplacement que j'ai fait au Qatar, c'était en 2004. Et effectivement, j'avoue que moi qui m'intéresse et qui ai développé le concept de géopolitique du sport, j'ai été frappé par le fait que ce petit pays misait sur le sport pour miser sur la carte. Et donc depuis, on me lie à ce pays. Ceci étant, j'ai écrit dès 2004 dans Le Monde diplomatique un article où j'écrivais « Le point noir social et humain reste les travailleurs immigrés. Ceux-ci n'ont aucun droit syndical ou politique, peu de droits sociaux et aucune perspective d'intégration. » Un article donc sur le Qatar, publié en 2004 dans Le Monde diplomatique. D'autres instituts, d'autres universités ont des relations extrêmement développées avec le Qatar, mais comme ils ont peut-être des positions moins critiques sur le Proche-Orient, on ne vient pas les embêter pour cela. Et puis, dernier clin d'œil, dans les livres de Chesneau et Malbruno, très documentés sur l'influence du Qatar, où j'apparais d'ailleurs pas, ils disent que celui l'ambassadeur le plus emblématique de la stratégie d'influence du Qatar en France était Mohamed El-Kouari, qui est l'homme politique français qui a prononcé le discours à la cérémonie d'adieu lorsque Mohamed El-Kouari a quitté la France comme ambassadeur, c'était Manuel Valls. Donc il y a des gens qui ont des proximités avec le Qatar sans qu'on vienne leur chercher des poux dans la tête. Et par ailleurs, sur la Coupe du Monde, oui, je trouvais qu'il était pas illégitime que le Qatar organise la Coupe du Monde. Par contre, j'ai toujours suivi la position d'Amnesty. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait un débat sur la Coupe du Monde, j'ai invité Amnesty à venir prendre la parole. J'ai fait en dehors de cela beaucoup d'interviews avec les directeurs successifs d'Amnesty et j'ai soutenu publiquement la position d'Amnesty de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des chantiers du mondial. Alors, parmi les erreurs factuelles dont est truffé cet article, oui, les comptes de l'IRIS sont publiés au journal officiel. On a un commissaire aux comptes. On a eu 2 contrôles de la Cour des comptes qui nous ont tous donné satisfecit sur la gestion de l'IRIS. Et puis, autre erreur factuelle, l'auteur de l'article confond le forum de la paix organisé par Emmanuel Macron, auquel l'IRIS d'ailleurs participe et est associé, avec le forum sur les routes de la soie, auquel l'IRIS avait également participé. Je ne fais pas partie de l'association France-Russie, dirigée par Thierry Mariani. Par contre, je crois que le propriétaire de Franc-Tireur a des relations d'affaires assez importantes avec la Russie. Donc là encore, le 2 poids, 2 mesures. On critique ce qui n'existe pas et on cache ce qui existe. Donc il y a quand même beaucoup d'erreurs factuelles sur cela. Et très honnêtement, si on était inféodé à la Russie et à la Chine, je ne crois pas qu'on aurait les relations que l'on a avec les institutions françaises, dont le ministère des Armées. Oui, on peut avoir des positions qui ne sont pas occidentalistes. J'ai des relations qui sont dans la lignée gaulo-mitterrandiste, dans les relations que la France doit avoir avec la Russie et la Chine, ce qui ne m'empêche pas de critiquer ces régimes, de bien sûr condamner l'agression russe et de ne pas être inféodé ni à ces pays, ni à aucun autre. En fait, les attaques de Franc-Tireur, ça me fait un peu penser à un club où les membres, après avoir vidé toutes les bouteilles de whisky et de vodka qui traînaient, et de gin aussi, s'indignent que quelqu'un tape au étage en dessous avec sa cuillère sur sa tasse de thé. Parce qu'il y a quand même vraiment un 2 poids 2 mesures tout à fait imaginable. Moi, je ne suis pas un héritier. Je me fais tout seul. Je ne suis pas aidé par les oligarques. L'IRIS est un centre indépendant et c'est pour la qualité de son travail qu'il est reconnu et que la qualité des chercheurs de l'IRIS est reconnue. Alors, on peut être en désaccord, mais le fait de vouloir criminaliser le désaccord n'est pas digne du débat intellectuel. Il n'y a pas de ligne de l'IRIS, chaque chercheur est libre d'avoir son point de vue. Je n'ai jamais imposé quoi que ce soit aux chercheurs de l'IRIS. C'est d'ailleurs ce qui déplaît, c'est d'ailleurs ce qui hérite, c'est que malgré les attaques depuis 20 ans, malgré les tentatives de faire disparaître l'IRIS, et je pourrais en écrire et en parler pendant des heures et des heures, eh bien l'IRIS est toujours bien debout sur ses pieds, continue à grandir, continue à s'affirmer, et ses travaux sont de plus en plus reconnus, son indépendance et son intégrité sont de plus en plus reconnus.